Merci à tous ceux qui nous ont permis d'atteindre 9,5% par rapport au financement de notre projet. On en parlera tantôt ici parce que je parle de financement, mais en fait, vous recevez quelque chose en date d'aujourd'hui, ok? Ainsi que quand ce projet-là sera mené, enfin, quand il sera finalisé de manière générale, ok? Donc, vous avez toutes les informations à destination de la vidéo. On va encore en parler en date d'aujourd'hui. Enfin, alors, on va parler aujourd'hui de Dell Technologies. Vous vous souvenez de Dell? Première vidéo date de mars 2023, 37 $, sous-évalué. Là, on parlait de quoi? Il y avait une situation à ce moment-là. Ça coïncide avec quoi? Ça concerne également Broadcom. Deuxième vidéo, juin 2024. Troisième, septembre. Ensuite, septembre 2025. Et tout dernièrement, au mois de mars. Mois de mars, on est à peu près à combien? 150 $. Elle paraissait encore sous-évaluée. Je l'ai expliqué tantôt. Et ce n'est pas juste une mission quantitative, c'est également du qualitatif. Et ça fait très, très longtemps. Aujourd'hui, Dell, par rapport à mars aujourd'hui, c'est presque 100%. Boum, facile. Mais en fait, c'est normal. C'était déjà visible. Et c'était visible depuis au moins 2024. C'est bizarre, n'est-ce pas? 2024, l'IA, moteur de croissance. 2024. 2024. Et aujourd'hui, on va parler de Dell. OK? Alors, c'est pour ça que c'est important de lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. Et je tiens à vous dire une chose, je n'ai pas acheté du Dell et je n'ai pas l'intention de le faire ici. Je fais des choix. OK? Même si ça peut faire mal, etc., j'ai choisi de rester ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire que si Dell vous intéresse, vous n'allez pas le secteur. J'ai mes raisons. OK? Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une mauvaise entreprise ni quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, j'ai concentré mon portefeuille sur certaines entreprises et je ne fais que ça. OK? Mais ça n'empêche que quand j'ai des idées, je peux les balancer comme ça à gauche, à droite, et je l'ai déjà fait plusieurs fois ici. Mais je vous renvoie toujours une seule chose, lisez vous-même pour bâtir une conviction. Alors, je vais d'abord exposer à peu près ce que moi j'ai compris des derniers rapports financiers, des derniers résultats financiers. Qu'est-ce que moi je comprends? OK? Et donc, on va y aller rapidement. Ensuite, on va terminer ici par la valorisation. Alors, les résultats de Dell sont sortis. On est déjà sur l'année fiscale 2027 pour la compagnie qu'on appelle Dell Technologies. Dell assemble les serveurs les plus puissants du monde pour faire tourner l'intelligence artificielle. Et en plus, enfin pas en plus, et plus il en vend, plus sa rentabilité par dollar de revenus se comprime. Oui, on va s'arrêter là quelques secondes. Et donc, si on prend ceci, on vient là, Dell Technologies, vous prenez au niveau de la marge brute, qu'est-ce que vous obtenez? Vous avez ceci. La marge brute diminue. En fait, notre vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de la marge brute. Parce que quelqu'un qui regarde Dell va observer ceci, va dire, oh, mais si notre prix, le chiffre d'affaires explose, mais la marge brute diminue. Pourquoi? Ça, c'est important. Et donc, on continue parce qu'on va y répondre tantôt ici, n'allons pas très rapidement ici. Donc, plus il vend des serveurs ici, plus sa rentabilité par dollar de revenus se comprime. Ce trimestre, les revenus ont bondi de 88%. La marge brute, elle reste en dessous, enfin, elle reste sous pression structurelle. Et donc, c'est une tendance de fond. Ça n'aura pas tendance à s'améliorer maintenant. Et c'est totalement normal pour la situation actuelle. Ce paradoxe n'est pas un accident, c'est la conséquence directe de la position de Dell, que Dell occupe dans la chaîne de valeur IA. Dell n'invente pas les GPU qui propulsent l'IA. Il les achète à NVIDIA au prix fort. Les premiers clients d'NVIDIA sont des entités pareilles. OK? Et les premiers clients de Dell sont des hyperscalers. Donc, entre NVIDIA et les hyperscalers, vous avez les fournisseurs ici de serveurs. OK? Donc, Dell achète les GPU au prix fort, les intègre dans des châssis de serveurs avec de la mémoire, du stockage et du réseau et livre des infrastructures clés en main aux entreprises qui veulent déployer l'IA en interne. Sa chaîne logistique mondiale et sa capacité à opérer à cette échelle sont des compétences réelles construites sur des décennies. Mais dans cette chaîne, le composant qui crée la valeur, à savoir le GPU, appartient à quelqu'un d'autre. Dell est l'assembleur. Et l'assembleur ne capture pas la même valeur que l'inventeur. Non, la mécanique ici, elle est directe. Un serveur IA optimisé coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Et les configurations rack complètes atteignent plusieurs millions, littéralement. Et ça ne fait qu'augmenter. Et ne vous dites pas que Dell reçoit tous ces millions-là. Non, ils ont quelques broutilles, voilà, les miettes littéralement ici. Mais ça peut être très logique pour le long terme. Parce qu'ici, le tout, c'est de regarder la stratégie actuelle et l'apprécier. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ça a du sens, économiquement parlant? Donc,
La fraction GPU dans ce coût est dominante. Ok, Dell ne fixe pas le prix de ce composant. Il le subit littéralement. Sa marge reflète donc la valeur de son travail d'intégration et de livraison et non la valeur du GPU qu'il transporte. Sur l'exercice 2026, le taux de marge brute est tombé à 20% contre 22,2% 2 ans plus tôt. Et je rappelle ici qu'on parle de l'exercice 2026. Présentement, on est sur l'année fiscale 2027. Donc, une compression directement attribuée par Dell lui-même au glissement de mix vers les serveurs IA. Donc, dans tout ce que Dell vend, la proportion de serveurs est plus élevée. Et dans les serveurs, on n'a pas assez de marge brute. OK? Donc, les marges opérationnelles sur ces serveurs se situent entre 5 et 6%. Un niveau que le management a explicitement confirmé comme cible structurelle pour les trimestres à venir. Donc, il faut s'attendre à ce que ce soit à peu près à ces niveaux-là. Ça va devenir une certaine normalité tant qu'on est en queue de ride ce big trend. OK? Qui est, je ne dirais pas, on a une tendance structurelle de fond ici, mais on est sur une conjoncture très favorable pour le moment. OK? Ce que ce chiffre révèle, c'est que la croissance des revenus et la création de valeur économique ne sont pas la même chose. OK? Il y a une différence entre les deux. Dell peut facturer des dizaines de milliards de dollars de serveurs IA tout en capturant qu'une fraction marginale de la valeur de ces infrastructures, la valeur que ces infrastructures permettent de créer. La question que posent ces résultats n'est donc pas si Dell a bien performé ce trimestre. Vous avez l'évidence sous les yeux. La vraie question, c'est est-ce que la position d'assembleur peut évoluer vers quelque chose de plus rentable et à quelle vitesse? La réponse que Dell apporte à cette contrainte repose sur un pari. Chaque serveur livré est une porte d'entrée chez un client entreprise. Une relation qui permet de vendre ensuite du stockage, des services de déploiement, du support, des logiciels. Donc des produits dont la structure de coût est fondamentalement différente des serveurs IA, parce qu'ils ne dépendent pas d'un composant externe dominant dans leur bill of materials. Donc ce qui veut dire ici que c'est un peu un coût d'acquisition. Dell accepte de gagner moins pour rentrer chez un client, histoire ici de facturer des services complémentaires. Malin. OK? Si ce pari fonctionne, la compression de marge sur le hardware est un coût d'acquisition client déguisé et non une détérioration du business. Si ce pari fonctionne, c'est là que la composition de la clientèle devient l'indicateur analytique central ici. Les hyperscalers et les néo-clouds qui dominent encore une part significative des commandes dont des clients sont des clients à fort pouvoir de négociation. Ils savent exactement ce que contient un serveur Dell, ont leurs propres équipes d'ingénierie et arbitrent en permanence entre fournisseurs. Et donc leur fidélité est plutôt transactionnelle. On est avec toi tant que ça nous coûte moins cher. Aussi simple que ça. Ou bien tant que tu peux nous livrer la marchandise à un prix compétitif. Point à la ligne. Donc ils n'ont pas tendance à prendre des services complémentaires parce qu'ils ont leurs propres ingénieurs, etc. Et c'est là où je vous renvoie aux conférences call d'NVIDIA parce que les amis, arrêtez de regarder des secteurs d'activité comme si une entreprise comme Dell et NVIDIA sont liées. Ils vont ensemble. Ce que NVIDIA va dire va impacter Dell. Et NVIDIA a parlé de quelque chose dernièrement. J'ai fait une vidéo dessus. Je ne vais pas avoir tendance à répéter ça ici. Si vous êtes malin, vous allez comprendre. Ouvrez les oreilles. Ça concerne la composition du mix. Ils ont ouvert les portes. Ils vous ont montré que l'hyperscaler, c'est ça. Les autres, c'est ça. Les autres, là, c'est qui? Et ces autres, ça peut être très intéressant pour Dell. Refermons la parenthèse. Ceux qui sont malins vont aller lire. Ceux qui veulent uniquement les chiffres en surface, etc., vous allez... Faites ce que vous voulez. Bref, ici, on essaie d'aller plus loin. On veut faire du stock picking sérieusement. Et pour le faire sérieusement, il faut poser les bonnes questions. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Posez les mauvaises questions, c'est tout à fait normal d'avoir généralement les mauvaises réponses. Les entreprises de taille intermédiaire qui déploient de l'IA en interne pour la première fois sont fondamentalement différentes. Moins de pouvoir de négociation, plus de dépendance au service et un attachement naturel à l'écosystème du fournisseur initial. Ce sont elles, ou bien ce sont elles, si vous voulez, qui peuvent améliorer structurellement le mix de marge. Donc c'est celle-là qu'on vise. Le segment entreprise représente désormais le moteur de croissance le plus rapide du pipeline. Une dynamique que la direction n'avait pas observée depuis 5 trimestres.
Ça sent bon. Vous sentez pas ça? Ça sent bon, n'est-ce pas? C'est un indicateur avancé. Allez écouter les conférences call, ne me croyez pas sur parole. Ici, je raconte ce que moi j'ai compris. Mais ne me faites pas confiance. Parce que je n'ai même pas un seul dollar dessus, je ne compte pas y mettre un seul dollar. J'ai mes raisons. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de Dell. J'ai choisi mon combat. OK? Et ça se passe très bien pour moi, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est le signal le plus encourageant de ces résultats, plus que la croissance absolue de 88%. Alors, mais le test opérationnel du pari ici n'est pas dans la croissance des revenus serveurs. Il est dans le storage. C'est là-bas qu'il faut regarder. Dell a reconnu que 16,1 milliards de dollars 16,1 milliards de dollars de revenus sur les serveurs IA ce trimestre, avec un backlog de 51,3 milliards de dollars en sortie de trimestre. Ça, c'est ce qu'ils ont reconnu sur le trimestre actuel. Enfin, les prochains trimestres, ça veut dire également qu'on s'attend à peu près à ce que on a une certaine accélération dans un environnement où chaque déploiement IA génère des besoins massifs en stockage de données. Le storage devrait croître à un rythme proche de celui des serveurs si le pari de l'écosystème fonctionne. Les termes sont importants. Si le pari de l'écosystème fonctionne. OK? On continue. Ce trimestre, le storage a progressé de 8%. C'est trop peu. OK? Si cette proportion reste stable sur les prochains trimestres, cela suggère que les clients achètent les serveurs Dell comme du hardware transactionnel, pas comme la porte d'entrée d'un écosystème plus large. À observer. Entreprise accélère, il n'y a pas de souci. On s'attend à ce que storage accélère, mais on ne voit pas encore ça. Or, on sait que c'est là-bas qu'on va avoir tendance à manger, pour utiliser une expression très camerounaise. OK? C'est important à les suivre. Qu'est-ce qu'on va observer prochainement? Et dans ce cas, la compression des marges, enfin, si les clients entreprises achètent du hardware uniquement, uniquement sous forme transactionnelle, sans prendre en considération un écosystème plus large, dans ce cas, la compression des marges n'est pas un coût d'acquisition client. C'est simplement une compression de marge. Et quand je dis simplement, je suis gentil, hein, ce n'est pas ça qu'on veut voir. Ce n'est pas ça que moi je veux voir si je suis client, je suis actionnaire de Dell. Ça veut dire que l'écosystème n'a peut-être pas de valeur pour les autres. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas un avantage à ce niveau-là. Or, c'est ce qu'on veut faire. Mais les clients refusent. Posons-nous les bonnes questions. Une croissance de 88% tirée par du hardware à marge opérationnelle de 5%, de 5 à 6% n'est pas la même chose qu'une croissance de 88% où chaque nouveau client étend progressivement son empreinte vers des produits à marge supérieure. Ce n'est pas la même chose. 88% de croissance sur quelque chose où j'ai 5% de marge par rapport à 88% de croissance sur quelque chose où j'ai, disons, 30 à 20% de marge. Excusez-moi les amis, c'est le jour et la nuit. N'est-ce pas? Donc, les deux produisent les mêmes chiffres de revenus aujourd'hui. Ils produisent des trajectoires de rentabilité radicalement différentes à 5 ans. D'accord? Donc, savoir laquelle de ces deux trajectoires Dell est en train d'emprunter nécessite de décomposer la structure de coûts réels du business, de mesurer le levier opérationnel par segment et d'identifier les indicateurs avancés qui distinguent une amélioration de mix d'une stagnation déguisée en croissance. C'est important. Arrêtez de faire du stock picking comme des amateurs. Faites-le sérieusement. Et le faire sérieusement, c'est poser les bonnes questions. Vous ne savez pas lesquelles? Rejoignez-nous, c'est normal. Nous, on pose les bonnes questions matin, midi et soir. C'est notre travail. OK? Donc, c'est précisément ce que le Prompt Premium Top Invest dénommé « Quels sont les fondamentaux économiques de cette entreprise ?» Ceux qui l'ont, utilisez-le. Le prompt s'appelle comme ça. Je l'ai mis sous forme de questions ici pour que vous puissiez savoir à peu près de quoi est-ce qu'il va parler pour avoir une idée générale. Il force à construire méthodiquement ce prompt-là te force justement à construire cela méthodiquement. Il t'oblige à séparer les coûts directs des coûts indirects, à cartographier la part fixe versus variable de la structure de coûts et à identifier les KPI opérationnels qui révèlent si la valeur créée par la croissance des revenus se traduit réellement en valeur économique capturée. Et tu vas le retrouver ici en description de la vidéo. Ce sont des prompts premium. Il y a deux versions de prompts, les prompts de base et les prompts premium. Je vais expliquer tout cela ici. De toute façon, tous les deux ici nous permettent de financer le projet.
D'accord? Donc, vous recevez les prompts aujourd'hui. Demain également, vous recevez quelque chose. De toute façon, toutes les informations sont en description de la vidéo. J'ai mis une vidéo d'informations, etc. D'accord? So, je remercie tous ceux qui nous ont déjà rejoints en date d'aujourd'hui, ainsi que ceux qui comptent le faire dans le futur. Et je vous réserve encore d'autres surprises. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça vaut souvent la peine. OK? Parce qu'on passe le temps uniquement à lire les rapports financiers, écouter les conférences call, relier tout ça ensemble. Quelqu'un qui lit sur Dell, ben, il doit lire sur NVIDIA, parce que c'est un de nos clients. Quelqu'un qui va lire sur NVIDIA va lire sur Micron, les machines de mémoire et tout le reste. OK? C'est pour ça qu'à la fin de la journée, vous pouvez avoir une vision globale de la chose. C'est ça qui est important. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que moi je ne veux pas investir dans un secteur que vous ne devez pas le faire. Je sais pourquoi je le fais. Peut-être que je le fais parce que je préfère me concentrer uniquement sur les hyperscalers où je suis très investi. Parce que moi, j'ai choisi la concentration, ou bien le segment des logiciels, qui vont avoir tendance à bénéficier de l'IA. C'est eux qui vont gagner. C'est eux qui vont en bénéficier, les amis. Vous le voyez déjà, hein? Comment ça s'appelle encore? ServiceNow, combien de pourcents? La dernière fois qu'on a fait une c'était à $100, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est combien? Workday, c'est combien maintenant? Je vous ai dit, les logiciels, s'il vous plaît, allumez le cerveau. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Vous voulez que je vous dise quoi? J'ai fait toute une vidéo où je vous ai supplié littéralement de vous intéresser au software. C'est une opportunité générationnelle. Maintenant, l'IA va nous tuer, machin, truc. Mais vous voulez qu'on fasse quoi à la fin de la journée? Qu'on vienne vous dire, allez investir dans Micron Technologies, c'est de la merde. C'est pas ça qui va vous aider à long terme. Je ne dis pas que vous n'avez pas gagné de l'argent dessus, mais c'est trop cyclique. Il faut avoir le cœur bien accroché. Si vous voulez aller jouer ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous pouvez gagner de l'argent dessus. Mais on veut de la stabilité, de la récurrence. Et si vous choisissez la stabilité, la récurrence, vous savez où aller. Software! Namecheck vous regarde. Namecheck vous regarde. Vous faites quoi? On est en Europe, PEA, machin. Voilà des entreprises. Dassault Systèmes va mourir, n'est-ce pas? Ah, mais c'est pas possible ça. En fait, je comprends plus ce qu'on peut faire, on doit faire pour vous. Allumer le cerveau. Vous voulez quoi? Le top 5, top 10, top 40? Les trucs qui ne servent à rien du tout? Ou bien vous voulez réfléchir sérieusement comme des stock pickers? Comme des analystes? Un analyste se pose des questions et surtout, il se pose les bonnes questions. Donc, la taille d'un chiffre de revenu ne dit rien sur la qualité de l'économie qui le produit. Donc, si vous voyez une entreprise qui a fait 100% de croissance, mais c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est potentiellement un bon investissement. Est-ce que cette croissance-là est qualitative? Est-ce que c'est qualitatif? C'est ça qui nous intéresse. Donc, comme je disais tantôt, la taille d'un chiffre de revenu ne dit rien sur la qualité de l'économie qui le produit. C'est toujours vrai. C'est particulièrement vrai pour Dell en ce moment. Et là, on va passer à l'analyse quantitative. Et allez voir la vidéo précédente sur l'analyse quantitative. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai mentionné dessus. Okay? Les deux éléments sont liés. Ici, je fais simple. Dell, je prends 10 fois les bénéfices. Et donc, sur Dell, ici, je vais me situer aux alentours des $200 l'action. D'aucuns dire que, oh non, ça veut dire que l'entreprise est surévaluée. Attention, j'ai parlé des bénéfices ici. Et donc, vous allez vous rendre compte ici que pour moi, en dessous des 10 fois les bénéfices, je suis correct. Je continue à acheter du Dell parce que la croissance est là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au-dessus, maintenant, en termes de pondération, je vais commencer à réfléchir. Parce que ça va, c'est un business sur lequel il va falloir normaliser les résultats parce qu'également, elle bénéficie de la demande exceptionnelle actuelle qui ne va pas avoir tendance à durer éternellement. Okay? Donc, si vous voulez l'acheter à 25 fois les bénéfices, vous êtes en train de sous-entendre que Dell a la capacité ici de rapporter la même chose, le même niveau, le même volume de bénéfices sur les 25 prochaines années. C'est ce que vous êtes en train de dire en filigrane. Non, ça ne sera pas le cas. OK? Il y aura des périodes difficiles où on aura 2 fois moins de bénéfices. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais Dell est une bonne entreprise très bien gérée, il ne faut pas l'oublier. On a une certaine stabilité ici parce qu'on a plusieurs segments d'activité. Okay? On a parfois des segments avec une certaine récurrence. Et ce qui est également bien sur la période actuelle, c'est qu'on se rend compte que
Si des serveurs Dell entrent dans vos data centers, c'est potentiellement du revenu supplémentaire en termes de maintenance, ce genre de choses-là, hein, d'accord? Ou bien en termes de remplacement, vous allez peut-être encore faire appel à Dell, ce genre de choses. OK? Donc, ça va oscillant que 10 et 15 fois les bénéfices. Si vous mettez à 15 fois, vous êtes à 300, à 10 fois, vous êtes à 200. OK? Donc, ça sera après ces niveaux. C'est pour ça que je dis ici que cette compagnie elle n'est pas surévaluée. Surtout maintenant, si la partie storage reprend le flambeau, ou bien si la partie entreprise continue à accélérer, ce sera une très bonne chose. Vous voyez comment est-ce qu'on doit émettre des hypothèses pour cadrer avec la valorisation? Donc, si cette partie fonctionne, voilà ce que je pourrais payer. OK? Si cette partie ne fonctionne pas, voilà ce que je peux payer. Si la partie storage fonctionne, voilà ce que je peux payer. Donc, entre les deux, est-ce que le risque pour moi, est-ce que le prix actuel représente un bon niveau, un bon ratio risque-rendement? Je ne peux pas le dire pour vous. OK? Si vous devez investir sur Dell en date de jour, faites attention en termes de pondération dans le portefeuille. Je ne suis pas en train de vous dire que Dell est surévalué, que c'est que ça. Si le marché peut continuer à payer une quinzaine de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise-là, et vous mettez à 15 fois les bénéfices avec les attentes de 2029, ici vous avez 15%. Et vous allez voir une chose, les attentes peuvent être de plus en plus optimistes, comme précédemment. Vous voyez ça? Les attentes, par rapport au target de 2028, quand il y a 6 mois, il y a 12 mois, c'est plus 85%. Il y a 12 mois, donc l'année précédente, quand on était en 2025, les attentes de 2028 étaient situées à 11,70 $. Et là, nous sommes en 2026 et les attentes de 2028 sont maintenant de 21 $. On a presque fait du x2. Et rien n'exclut que ça continue à augmenter. C'est pour ça que je dis qu'au prix actuel, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est plus l'opportunité qu'on avait il y a quelques mois. J'en ai parlé au mois de mars quantitativement, même si j'aurais pu faire une note. Quoique j'en ai fait une. Je pense que cette vidéo aussi, c'est une note d'analyse. Ma mémoire est bonne. Je suis souvent très genre, ah oui, j'avais fait une note d'analyse pour vous. En plus, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en supplément, les amis? Bref, Dell Technologies, c'est une entreprise intéressante, bien située qui est en train de bénéficier du big trend actuel, après plusieurs mois d'attente ici. Maintenant, c'est très, très visible. Mais là, je pense que le FOMO est rentré. Bon, je sais que ça ressemble clairement à ça. Un truc, ça ne monte pas comme ça en ligne droite. C'est facile, doucement, doucement. Les lignes, quand je commence à voir une entreprise qui fait du 200 x 3 en une année ici, attention. OK? Attention. Donc, pour moi, ici, Dell, c'est entre 200 et 300. Oui, la valeur, c'est un range de value. 200 pourquoi, 300 pourquoi, c'est ce qui est important. Mais maintenant, ce n'est même pas trop la valorisation qui devrait vous intéresser dans cette vidéo. C'est le narratif derrière. Qu'est-ce qu'on a découvert? Pourquoi est-ce que je pose ce type de questions-là? Qu'est-ce que vous dites de cette... Quelle est la conclusion que vous pouvez tirer de cette situation-là? Est-ce que ça vous permet de continuer à investir? Est-ce que ça vous stresse? Bref, c'est ça qu'il faut regarder. Moi, je m'en fous des chiffres. Je peux même dire ici que non, Dell, ça vaut 500 $. Moi, je ne suis pas à l'aise avec les 500 $. Je sais que je ne pourrais pas l'acheter à 500 $. Moi, c'est entre 300 et 200. Donc, si je décide de l'acheter au prix actuel, qui n'est pas un mauvais prix. D'ailleurs, ça va être en termes de pondération. Là où je devais mettre, il y a quelques mois, quand Dell était situé en dessous des 175 $, en dessous des 200 $, où j'aurais pu mettre 2 à 3% de mon portefeuille, aujourd'hui, peut-être que ça sera 1%, ou bien 0,5%. Je sais littéralement qu'on est un peu à un niveau élevé. À ce niveau-ci, ça peut stagner, ça pourrait même descendre un peu plus bas que ça. De toute façon, je n'en sais strictement rien du tout. Mais c'est un risque que je ne suis prêt. En termes de risque, voilà ce que je peux allouer. Surtout que les éléments, il y a des éléments ici favorables dans les rapports financiers. Et quand on regarde les clients de Dell, etc., ça n'a pas à voir, on n'est pas encore à l'ère du ralentissement. OK? Donc, les opérateurs de marché pourraient continuer à être optimistes sur ce dossier-ci. Et au cas où ça se retourne, je n'aurais pas engagé énormément d'actifs sur ce dossier, tout en sachant que sur le long terme, ici, ça peut être une bonne chose pour Dell. Donc, je pourrais avoir tendance à accumuler en dessous, aux alentours des 200 $. Ou bien en dessous des 200 $. Mais si je suis pressé, pourquoi pas aujourd'hui? OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue.
Et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et Dell n'est pas la seule entreprise sur laquelle on était à ce niveau. Je reprends encore la vidéo sur laquelle quelqu'un m'insultait littéralement sur Micron. Micron à 88 $, on l'avait vu, peut-être même avant même que ça ne commence à exploser. C'était là, j'en avais parlé. Faut qu'on brague maintenant pour que vous vous rappeliez, parce que je fais tellement de vidéos que les gens oublient. Mais les vrais savent. C'est pour ça que je peux faire, dans ce projet-là, quand on va atteindre cet objectif-là, une fois que le projet sera mené à bien, il y a beaucoup de choses que je ne vais plus faire sur YouTube. Parce qu'en fait, les vidéos se perdent. Et je préfère me concentrer sur une audience bien précise. Quoi que je le fais déjà avec le Top Premium ici. Et je préfère me concentrer sur une audience très réduite sur laquelle on va parler des choses qui comptent réellement. Et ici, on va plutôt parler de trucs dans l'éducation. C'est ce que j'ai commencé à faire ici. Parce que Dell n'est que... J'utilise Dell ici aujourd'hui comme la raison pour parler d'un sujet bien précis. Et le sujet ici, c'est simple. Quand on regarde une croissance de revenus et ce revenu-là, dans le mix de produits, si le mix produit ici est différent au sein de la compagnie, c'est la raison pour laquelle on pose souvent les questions concernant les segments d'activité, etc. Parce que dans chaque segment d'activité, on n'a peut-être pas le même niveau de marge. Si j'ai un segment d'activité qui a 1% de marge, mais qui croît, disons, à hauteur de 100% par an, c'est moins qualitatif qu'un segment de marge ici, qui a peut-être un segment d'activité qui a peut-être 20 à 30% de marge. OK? L'impact en termes de bénéfices ne sera pas si élevé que par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il faut questionner tous ces éléments-là. Ça vaut pour Dell comme sur d'autres entreprises. Mais aujourd'hui, on a peut-être parlé de la croissance, de la qualité du mix. OK? Est-ce qu'on a parlé de la cyclicité ici du mix? Des drivers des différents segments. Ça pourrait être un autre type de vidéo. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Donc, parce que sur Dell, je peux parler de plusieurs autres éléments. Et si vous voulez, laissez-moi savoir en commentaire quel type d'éléments je pourrais encore utiliser. Toujours sur Dell, il y a beaucoup de choses à dire sur cette compagnie. J'ai juste pris un seul parmi tant d'autres. Juste un seul. On aurait pu parler de la partie cyclique. Est-ce que nous sommes en haut de cycle, etc. On aurait pu parler voilà, du management, par exemple. Bref, il y a beaucoup d'éléments. Parce que dans le conference call, c'était intéressant. C'était intéressant. Et je vous encourage à aller lire, à aller écouter. OK? Et surtout, je vous encourage à regarder les softwares. Ne me dites pas merci après. J'ai fait une vidéo sur les softwares. Je vous ai dit privilégier les softwares qui sont assis sur énormément de data. C'est celles-là qui vont performer correctement à long terme. Maintenant, à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire du stock picking sérieusement, il faut lire, il faut écouter les conférences calls, il faut être curieux, il faut surtout se poser les bonnes questions. Et dans le projet que je monte en date d'aujourd'hui, c'est pour bâtir une communauté qui est essentiellement basée sur le questionnement. On va poser les bonnes questions. On aura accès à des datas privilégiées. Et quand je parle de data privilégiées, ceux qui me connaissent savent que j'ai les datas. Je les ai à profusion. Parfois, je ne sais même pas quoi faire avec, pour vous dire la vérité. Je ne sais pas quoi faire avec. Il y a tellement de choses, le nucléaire, je ne compte pas y investir. Qu'est-ce que je fais? Si quelqu'un est intéressé par rapport à ça, je te balance tout ça, tu fais ce que tu veux avec, tu lis, etc. OK? Les datas de premier ordre. Je dis toujours ça, de premier ordre, la crème de la crème. Et il y en aura encore plus. Parce qu'en fait, le projet va servir à financer ces différents éléments-là. Et ça, ce n'est que le niveau 1. Parce qu'il y aura d'autres éléments derrière. Vous n'êtes même pas prêt. OK? Fermons la parenthèse. Rejoignez le projet. Aidez-nous à accélérer cela. En 20 jours, en 30 jours ici, je pensais qu'on allait qu'à une trentaine de pourcents. On n'a que 10%. C'est déjà beaucoup, hein? Mais ça va lentement, les amis. Ça va très lentement. On aurait pu le faire très rapidement. Vous êtes encore en train d'hésiter, etc. Je vous ai permis de me poser des questions dans le groupe School. Vous avez des questions? Allez-y, posez-les-moi. D'accord? On se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Bravo. Laissez-moi savoir en commentaire ceux qui ont du Dell, comment vous vous sentez, etc. Quels sont les risques. Bon, parlez-nous de vos tests d'investissement sur le dossier. OK? C'est à ça que ce groupe, comment ça? YouTube doit servir, les merci, etc. Je n'en ai pas besoin.